Économie, politique, sécurité, géopolitique, autant de sujets qui façonnent le devenir de notre continent. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision. Vous êtes bien sûr à votre émission 7 Afrique, l'émission qui passe en revue l'actualité africaine. Aujourd'hui, comme tous les dimanches d'ailleurs, nous parlerons d'actualité africaine. Nous débuterons au Burkina Faso où cette dynamique, on parle bien sûr de la dynamique agro-pastorale et halieutique enclenchée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dynamique dans laquelle il a remis un important arsenal d'équipements agro-pastoraux dans la région des Hauts-Bassins cette semaine. Nous en parlons dans un court instant avec nos chroniqueurs sur ce plateau. Et puis, nous serons au Niger, où les États-Unis tentent encore une fois de se rapprocher du Niger, un des membres de l'Alliance des États du Sahel. Que cache véritablement cet autre rapprochement? Nous en parlons également dans une poignée de minutes avec nos différents chroniqueurs. Et nous terminerons au Tchad, où l'opposant, l'ex-premier ministre Succès Masra, a été interpellé par la justice tchadienne. Que lui reproche-t-on? Décryptage également dans un court instant avec nos chroniqueurs. Yacouba Oudraogo, bonjour et bienvenue à 7 Afrique. Bonjour mon frère Pafadnam, bonjour aux téléspectateurs de LCA, bonjour à tout le Burkina Faso, paix et sécurité. Merci infiniment, merci de participer à cette émission également. Merci à vous aussi. Voilà, nous aurons véritablement besoin de votre contribution et surtout de vos recommandations d'ici là. Inch'Allah. Juste à côté de vous, nous avons Zié Lucien. Merci de participer à ce numéro de 7 Afrique. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous nous donnez de participer à cette émission débat. Et également mon bonjour à tous les téléspectateurs de RCA. Merci également. Nous rappelons que vous êtes, on va dire, un des piliers de la coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC, cette grosse fêtière qui œuvre chaque jour pour que cette dynamique impulsée par le président Ibrahim Traoré puisse véritablement avancer. Merci infiniment. Merci. Juste à côté de moi, M. Aruna Kabore, bonjour, bienvenue. Bonjour. Deuxième plateau de cette Afrique. Nous sommes sûrs d'avoir véritablement le maximum de vous. C'est un plaisir d'être là et si nos contributions peuvent servir à quelque chose, on sera là. Merci. Dans la mesure du possible. Nous soulignons que vous êtes journaliste indépendant également. Merci également à vous fidèles téléspectateurs de 7 Afrique. Vos recommandations, vos suggestions, également vos apports sont attendus sur notre page Facebook LCA pour tout simplement la bonne dynamique de notre continent. Nous débutons au Burkina Faso avec ce sujet. L'autosuffisance alimentaire comme socle de souveraineté, c'est ce que recherche le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous suivons ensemble ce reportage de la visite du président dans les Hauts-Bassins et puis nous revenons pour en parler. Je vous remets officiellement donc, les clés de tous ces engins. Merci, Excellence. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci, Excellence. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Paroles ténues, gestes forts. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, poursuit son engagement inébranlable en faveur de l'autosuffisance alimentaire. Ce jeudi 22 mai, dans la région des Hauts-Bassins, il a remis un impressionnant arsenal d'équipements et d'intrants agro-pastoraux aux producteurs du monde rural dans le cadre d'une initiative nationale structurée et déterminée. Depuis le lancement de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, le chef de l'État multiplie les actions concrètes pour renforcer les capacités de production locale et bâtir les fondations d'une sécurité alimentaire durable. Plus de 104 milliards de francs CFA d'investissement injectés sous forme de matériel, d'intrants et d'unités de transformation pour la campagne 2025-2026. Nous sommes donc comblés. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leurs capacités, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. C'est donc avec beaucoup de mesures que nous prenons ces efforts qui sont faits à notre profit. Et également, nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous est confiée
mais nous nous sommes engagés et nous nous engageons à poursuivre la dynamique afin que l'autosuffisance alimentaire, qui est une vision sacrée de camarade capitaine Ibrahim Traoré, soit une réalité dans notre pays. Parmi les dotations, 608 tracteurs, 485 motopompes, 31 851 tonnes de produits phytosanitaires, 70 000 tonnes d'engrais minéraux, 15 000 tonnes de semences végétales, 66 millions de doses de médicaments vétérinaires et une logistique renforcée pour les agents de terrain avec 1033 motos et 36 véhicules. Cela vient renforcer ce qui a déjà été fait l'an passé. C'est pour dire que sur le plan structurel et sur le plan institutionnel, nous avons préparé l'ensemble du dispositif. Cela s'est matérialisé par la création des brigades de mécanisation agricole. Dans chaque commune, nous avons pu implanter une brigade de mécanisation agricole. Ce matériel qui vient à point nommé va permettre non seulement de renforcer ces brigades de mécanisation agricole qui vont faire des prestations à titre gracieux pour les populations vulnérables, mais également à prix réduit, à prix fortement subventionné pour les autres populations, pour permettre de booster rapidement notre production. Mais au-delà des chiffres, cette action s'inscrit dans une vision stratégique. Transformer l'agriculture et l'élevage pour les rendre plus productifs, autonomes et résilients. À cela s'ajoute l'aménagement de plus de 2000 hectares de périmètre irrigué, autre levier structurant vers l'indépendance alimentaire du pays. Le monde rural, conscient des enjeux, affiche une mobilisation sans faille. Des voix unanimes saluent une politique agricole cohérente, volontaire et résolument tournée vers la souveraineté. L'objectif est clair, produire suffisamment, transformer localement et nourrir durablement les populations burkinabées. Produire suffisamment, transformer localement et surtout nourrir durablement les populations burkinabées. Chers chroniqueurs, c'est une dynamique qui est en marche. On l'a suivi tout à l'heure, 104 milliards de francs CFA, soit plus de 30% que le budget de l'année dernière. Alors, M. Yacouba Ouedraogo, alors, chaque année, cette dynamique agro-pastorale et halieutique marque une nouvelle étape dans sa mise en œuvre. Quelle est votre lecture déjà? Merci. Il faut dire que moi, ça ne m'étonne pas, parce que si je me réfère du premier discours du président du Faso, Ibrahim Traoré, il a tout de suite annoncé les couleurs dès sa prise de fonction. C'est cela. Et à son deuxième discours également, il a appuyé et il a parlé de souveraineté. Et nous savons tous qu'on ne peut pas être souverain seulement dans la bouche. Il faut être souverain dans les actes. Et qui veut être réellement souverain, il faut d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire. Il faut donner de quoi aux producteurs de pouvoir produire efficacement et durablement. Et également sur le plan halieutique, les résultats sont là. Ils ne font que renforcer. Et aujourd'hui, nous, on ne peut que se réjouir de tout ce qui se passe. Parce qu'à regarder l'effort que le jeune capitaine fait, et naturellement l'ensemble des membres du gouvernement, et particulièrement aujourd'hui avec le commandant Sombier, nous ne pouvons que saluer. Parce que avoir les deux pieds et les deux mains dans la guerre contre le terrorisme, avec une crise aussi prononcée, et également avoir des ressources, de l'intelligence pour pouvoir booster l'économie à travers l'offensive agricole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des moments où on se pose la question, hier, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas ce genre de politique de grande envergure pour que notre pays puisse, j'allais dire, arrêter d'aller demander, de commander de quoi nourrir sa population. D'ici là, nous savons que ça sera une réalité et le Burkina est sur une très bonne marche et on ne peut que saluer et soutenir le capitaine. Merci bien. Ce qu'on a vu à Bobo est immensement très fort. C'est énorme. C'est très énorme. Et savoir qu'aucun franc n'est venu de l'extérieur, on n'a pas pris crédit avec un crédit avec quelqu'un. Tout ça, ce sont des fonds qui ont été mobilisés par les forces vives à l'interne. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci bien. Monsieur Zié, c'est, comme on le dit, hein, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Voilà, et c'est bien cela que le président du Faso a bien compris. Voilà, quand on sera souverain, on va dire, au niveau alimentaire, on pourra véritablement contrôler nos importations et surtout nos exportations également. Alors, c'est une dynamique qui est lancée, comme on l'a dit.
dynamique présente également sur presque toute l'étendue du territoire. Voilà, on va dire pour les zones véritablement sous contrôle. Alors, votre lecture, la dynamique, elle est bonne. Est-ce qu'il y a des signaux déjà qui nous reviennent? Non, la question d'abord de production agricole rentre dans les questions thématiques. C'est cela. Ce n'est pas des questions polémiques. C'est-à-dire que lorsque on lance ou on déclare la révolution, c'est véritablement recouvrer la souveraineté dans tous les secteurs. Dans son entièreté. Oui, de la nation. C'est cela. Et donc, la question de l'agriculture, avant que cette dynamique ne soit lancée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, on assistait à un moment à une sorte de balkanisation des espaces agricoles. C'est ça. Où les paysans sont obligés de tenir les dabas avec des moyens traditionnels qui ne permettent pas une meilleure production pour couvrir les besoins de notre peuple. Aujourd'hui, la révolution est lancée. Nous sommes dans une dynamique de souveraineté. Et le président du Faso a dit, la souveraineté ou la révolution rime avec un peuple qui arrive à combler ses besoins primaires. D'abord, pour la question pour les questions alimentaires. Lorsque vous n'êtes pas suffisamment suffisamment souverain, autosuffisant, mais vous n'allez pas pouvoir conduire la révolution. Et l'année dernière, il a plu à son Excellence d'offrir encore plus de 500 tracteurs d'intrants, d'engrais aux paysans. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez l'engagement de cette paysannerie, mais elle est confortée par le fait qu'aujourd'hui, on leur accorde une grande importance dans les politiques publiques. Cette année encore, le capitaine Ibrahim Traoré avec les membres du gouvernement viennent témoigner de l'intérêt qu'ils ont pour ces paysans-là. Parce que, lorsque ces paysans arrivent à produire suffisamment, ils pourront donc vendre. Ça va leur permettre d'avoir un pouvoir d'achat suffisamment élevé. Et ce qui aura, bien entendu, un impact sur leur niveau de vie. Donc, ils auront une meilleure espérance de vie. Donc, cela dit, c'est pour simplement dire que à l'occasion de ça, suite à cette remise-là, tous ceux qui auront à l'achat de la gestion de ces matériels, que ce soit la brigade, parce qu'ils n'ont pas simplement remis des matériels à un groupe ou à une structure qu'on appellerait la brigade. Il y a toute une politique qui a suivi. Vous voyez, il y a eu des réformes agraires, il y a eu des réformes foncières, il y a eu d'autres réformes qui permettront à l'État d'être les garants, des garants des espaces, voilà, agricoles, afin justement qu'on puisse produire suffisamment pour être indépendant. Tous les pays qui aujourd'hui sont des grandes puissances, vous prenez la Russie est une grande puissance en matière de production de blé. Il y a d'autres spéculations. Vous prenez même l'Ukraine aujourd'hui qui tente de s'entêter dans une guerre qui est fratricide. Parce que l'Ukraine elle-même, elle est héritière des méthodes et des outils de la production ou de la mécanisation agricole issus même de l'ex-URSS. Aujourd'hui, quand ces pays-là sont autodéterminés politiquement et qui ont leur souveraineté, c'est parce que sur le plan agricole, ils ont vraiment fait le sacrifice pour relever les niveaux. Merci. Et encore, je termine pour dire que la révolution des campagnes, le premier élément, c'est l'agriculture. Merci bien. Donc, pour cela, il n'y a pas de débat. On vous reviendra d'ici là, M. Zié. Alors, M. Kaboré, c'est une dynamique qui est là. Hein. Vous avez écouté également vos deux prédécesseurs. Alors, on l'a vu avec la Chine, avec sous Mao Tse-tung. C'était une grosse dynamique. Aujourd'hui, la Chine, avec plus d'1 milliard de personnes, aujourd'hui arrive véritablement à stabiliser sa consommation. Le Burkina Faso, on va dire, est-ce que le Burkina Faso est dans ce chemin? Votre lecture, est-ce que déjà on a des signaux? Parce que la dynamique, elle a commencé déjà, comme M. Zié l'a dit, dès l'arrivée du président du Faso. Ça a été une des priorités dans sa politique. Alors, est-ce que la dynamique, est-ce qu'on a des signaux déjà? Votre lecture de cette dynamique, de façon globale. Oui, merci pour cette parole. Je pense que mes deux prédécesseurs, ils ont été très éloquents. Et vous savez, en préalable d'abord, hein,
les fondements de l'engagement du capitaine à l'autodétermination des peuples africains, notamment burkinabés, ce fondement-là, c'est un fondement que nous soutenons du point de vue africain, mais aussi burkinabé, parce que c'est un combat que nos générations, la génération à laquelle nous appartenons, c'est un combat que nous avons souhaité, parce qu'on a vu très longtemps l'Afrique malmenée. Oui, il faut déjà saluer cette dynamique et cette démarche. Peut-être là où on peut regarder ensemble pour analyser véritablement, c'est les méthodes. Comment on fait pour que ça soit véritablement fructueux. Vous faites un parallèle avec la Chine. La Chine, je pense que c'est 8 millions. Oui, d'alors, mais la Chine, en termes d'espace, c'est quand même 8 millions de kilomètres carrés. Bien sûr. C'est un grand espace. C'est d'ailleurs pourquoi la dynamique est bonne, mais nous devons pousser à aller vers de grands ensembles si nous voulons véritablement impacter. Ceux qui tiennent le monde, c'est non seulement des grands ensembles géographiques, mais aussi des puissances du point de vue de la démographie. La Chine, vous êtes autour de 8 millions. Les États-Unis, vous êtes à plus de 9 millions. La Russie, on n'en parle pas. Ils sont à 17 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est fort. Nous avons nos 274 000 kilomètres carrés. On va y arriver. On va y arriver tout à l'heure. Les Mossés ont un proverbe que j'aime bien. Salansa. C'est ce qu'il peut montrer à sa femme. Même si la fourmi, son affaire là c'est petit, c'est ce qu'il peut présenter qu'elle peut présenter à sa femme. Nous on a nos 274 000 kilomètres carrés. Il faut faire en sorte que nous puissions profiter du potentiel de ces 274 000 kilomètres carrés là. Et je pense que les signaux sont déjà pas mal. Et eux, ils le disaient tout à l'heure, surtout quand ça vient d'efforts à l'interne, de ressources propres, c'est déjà quelque chose à saluer. Maintenant, là où il faut regarder, c'est la méthode. Si les Chinois, je pense qu'en 2024, ils sont à 140 millions de tonnes de riz produits. 140 millions de tonnes de riz, rien que du riz qu'ils ont pu produire. Mais c'est vrai, il y a l'engagement, mais il y a aussi la méthode. La méthode, oui. En fait, quelle variété pour quel climat? Il y a ça aussi. On a des grands chercheurs au Burkina qui ont cherché et qui ont trouvé. Il y a des variétés adaptées à notre climat. Il faut orienter les producteurs vers ces variétés-là. Il faut aussi renforcer les compétences des producteurs pour qu'ils puissent produire selon les exigences du climat du pays et aussi encadrer. Moi, je pense qu'il faut accompagner, il faut donner, mais il faut avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de ceux à qui on donne du matériel. Moi, je pense que s'il y a un potentiel à l'hectare dont on est capable de produire, il faut dire aux producteurs, nous vous donnons en fait les facteurs de production, nous vous accompagnons, mais on attend de vous que vous puissiez produire telle quantité. Ça aussi, c'est important. À chaque fois qu'il y a de l'exigence, à chaque fois qu'il y a un minimum de pression, je pense que ça nous amène à nous surpasser. Il ne faut pas donner seulement et puis, bon, après, les gens pensent qu'ils ont eu gracieusement, donc les exigences sont moindres. Là, on risque d'être contre-productif. Sinon, pour ce qu'on a vu dans l'ensemble déjà, c'est encouragé. C'est encouragé. Et nous saluons cette initiative des autorités. Merci bien. Monsieur Kabour, on vous revient tout à l'heure. Alors, Monsieur Ouedraogo Yacouba, et il a déjà abordé la question, le modèle agricole aujourd'hui du Burkina Faso, pourra-t-il véritablement aider à porter cette ambition-là d'autosuffisance alimentaire? Il a déjà débuté. Nous avons des zones qui sont, on va dire, favorables en termes de pluviométrie. Il y a des zones également qui sont, on va dire, plus ou moins favorables. Est-ce que le modèle agricole aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'on doit aller vers un autre modèle pour véritablement porter cette ambition-là? Non, je pense déjà que ce qui a été expérimenté n'est pas mal. Vous savez, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons des grands agronomes. C'est ça.
Et même au niveau de la recherche, il a abordé, on a des chercheurs qui, en tout cas, qui abattent un travail énorme. Dans ces domaines-là. Maintenant, la nouvelle politique du capitaine, c'est de permettre aux agriculteurs de se donner à fond. Parce qu'il a dit, nous sommes en révolution, et il n'y a pas une autre classe donnée qu'on peut appeler d'opposition et autres, qui sera là pour tirer les efforts vers les bas. C'est-à-dire tout ce qui sera fait aujourd'hui, c'est pour que le Burkina puisse avancer. Et toute personne qui va s'inscrire dans cette dynamique-là, je pense que la personne est déjà préparée et elle ne va pas s'amuser à jouer. Maintenant, nous avons des terres. Et il ne faut pas aussi occulter qu'il y a des terres aujourd'hui qui sont inaccessibles du fait du terrorisme. Maintenant, les zones où réellement nous pouvons maximiser, il faut que l'État prenne des mesures idoines pour que les cultivateurs puissent réellement produire dans ces zones-là, dans la sécurité. Parce que ça aussi c'est important. Parce que si l'ennemi voit que vous êtes en train de produire, parce que tout ce que nous faisons, l'ennemi est au courant. Même les matériels, toute cette politique-là, sont déjà informés. Et aussi, à leur niveau, ils vont prendre des mesures pour nous empêcher d'atteindre nos résultats. C'est-à-dire, la politique, ce n'est pas au niveau des paysans que ça va coincer. Parce qu'eux, ils sont les premiers bénéficiaires. Si ça marche fort, quelqu'un l'a dit, leur niveau de vie va changer. Et naturellement, ils vont produire. Et avec la nouvelle dynamique du capitaine, en voulant installer beaucoup d'usines pour la transformation, parce qu'il ne suffit pas seulement de produire. Il faut produire, transformer et avoir une chaîne de commercialisation à l'interne comme à l'externe. Et c'est ça qui va nous faire un retour, comme on appelle, du rendement, et qui va nous permettre encore d'accroître encore plus et les efforts sur le terrain, le matériel donné et la capacité offensive et productive de nos vaillants agriculteurs. Mais côté sécurité, il ne faut pas badiner. Les zones qui sont accessibles et qui sont favorables aujourd'hui, il faut tout de suite prendre des mesures pour empêcher que ces mécréants, ces ennemis du peuple ne puissent pas se mobiliser encore vers là-bas pour encore aller créer des, comment on appelle, des problèmes. Vous savez, moi j'ai fait le Mali. Si vous partez dans la zone office du Niger du Mali, il n'y a que des Burkinabés qui font, comment on appelle, les grands résultats en matière de production du riz. C'est des Samo, c'est des Mossi. Vous avez des villages entiers constitués uniquement... C'est-à-dire qu'il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Et ces gens-là, c'est à l'interne, je ne vois pas en quoi nous allons être incapables de produire assez pour nourrir notre population. Ce n'est pas possible. Merci bien. Avec toute cette batterie de mesures et d'accompagnement, je pense que même la saison passée, mais les chiffres sont là. C'était satisfaisant. C'est cela. Donc, je pense que cette année, la saison prochaine, là, avec tous les équipements avec qui ont tous été les réunis, équipements et voilà, on pourra tous ces matériels donnés, on pourra booster encore les chiffres. On pourra booster encore les chiffres. Et d'ici les 5 ans du capitaine Traoré, là, je pense que le Burkina va atteindre un autre niveau, en tout cas très appréciable. Avec M. Zié, on parle toujours de modèle agricole. Aujourd'hui, on parle plus de technologie, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, est-ce que le Burkina Faso est à cette étape-là? Bon, il faut dire c'est une ambition qui est grande. C'est ça. Il faut aller également de l'avant. On a cité la Chine, on a cité la Russie, l'Ukraine et autres. Le Liban également, beaucoup d'autres pays qui sont, on va dire, en termes d'autosuffisance alimentaire, qui sont stables. Voilà. Est-ce que le Burkina Faso ne devrait pas revoir son modèle agricole pour arriver à là? Oui, il faut dire que nos autorités sont inscrites dans cette dynamique-là. Pour mécaniser et moderniser tous les moyens que nous utilisons sur les terrains, c'est-à-dire que le terrain agricole. Et à l'occasion de cette remise de matériel, il a été noté qu'il y a eu des achats de broyeuses. Ces broyeuses, c'est pour transformer tout ce qui va rester après les récoltes. Que ce soit les maïs, on va broyer, de sorte que ces résidus-là puissent servir à l'alimentation des animaux, voilà, à l'élevage. Tout ça. Et également, il y a eu l'achat des drones qui vont permettre de pulvériser. Il y a certains pays, comme vous les citiez, comme la Chine, comme les États-Unis, comme la Russie, pour ne citer que ces pays-là, il y a des grands champs qu'ils font
Mais ce n'est pas des personnes qui rentrent dans les champs, non, pas du tout, dans les sentiers exactement. Pour arroser. Exactement. Ce sont des avions qui pulvérisent ces champs-là. Mais ça veut dire que notre gouvernement est dans cette dynamique-là de pouvoir trouver les moyens adéquats. Voilà. Il ne faudrait pas occulter le fait aussi que, avec l'insécurité qui nécessite la mobilisation de ressources pour l'achat conséquent des matériels de guerre militaire et les munitions, la formation même de nos hommes, et tout ça a un impact sérieux sur l'achat des matériels pour permettre à notre agriculture d'être véritablement mécanisée et être en phase avec l'évolution technologique que les autres pays ont l'avantage aujourd'hui d'utiliser. Mais par rapport au modèle agricole, je pense que le modèle qui est de mettre en place des brigades de mécanisation, dans les communes rurales, je pense que c'est très bien. Peut-être qu'à la limite, il faut réfléchir, voir s'il ne faudrait pas associer des attelles agricoles. C'est-à-dire que dans chaque village, on a un attel agricole sous forme de coopérative ou de regroupement. Voilà, des personnes qui vont travailler ou superviser le travail des villageois sur un champ commun. Et ces champs-là, après les récoltes, il y a un magasin qui va être là pour recevoir un grenier commun. Et tout cela autour de ces chantiers, non seulement on gagnerait en production, on gagnerait en solidarité parce qu'on va construire ou sinon renforcer la fibre patriotique et aussi renforcer la solidarité autour de ces grands chantiers-là qui vont engendrer vraiment une plus-value pour les habitants de ce village-là. Je me dis, il faut aller dans ce sens-là progressivement. Lorsque le coup fatal sera porté définitivement contre le terrorisme, je crois bien que le Burkina Faso, sur le plan agricole, prendra son envol définitivement pour vraiment atteindre un niveau acceptable. Voilà. Merci bien, M. Zié. Alors, M. Kaboré, tout à l'heure, on a parlé des grands ensembles régionaux. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont aujourd'hui dans le bloc AES. C'est plus de la moitié de l'espace CEDEAO, plus de 2 500 000 km², plus de 70 millions de personnes. Également, c'est une zone également qui est arrosée aussi par de grands cours d'eau qu'on connaît, le fleuve Niger. Il y a également d'autres grands cours d'eau qui sont là. Voilà, le Sénégal également. Il y a beaucoup de cours d'eau également qui traversent cette zone-là. Aujourd'hui, de commun, on va dire, dans une politique commune agricole, quel pourrait être le chemin le plus profitable pour ces trois pays-là? Parce qu'on a de l'espace. Voilà. Quelle pourrait être la stratégie agricole la mieux adaptée pour ressembler, on va dire, à ces grandes puissances aujourd'hui qui produisent vraiment à grande échelle? Oui, juste une précision. Je parlais de la superficie, comme on parle d'espace. La superficie de la Chine, c'est 9 millions. 9 millions. Et quelqu'un, plus de 9 millions. Oui. L'AES, vous avez 2 millions, on est à 2 500 000. Oui. On est pour l'instant à une étape de confédération. Donc, les espaces de souveraineté, il y a des espaces de souveraineté qui sont encore gardés par chacun des pays. Est-ce que, du point de vue agricole, est-ce que la confédération, les espaces où chacun des pays cède sa part de souveraineté, est-ce que la production agricole est prise en compte dans ce domaine? C'est d'abord la question. Je ne pense pas pour l'instant. Parce qu'on voit beaucoup plus du point de vue diplomatique où les pays sécuritaires, où ces pays-là vont ensemble. On voit la force militaire conjointe. Mais du point de vue agricole, je pense que chacun... Mais dans une dynamique de confédération, on pourrait passer aussi à cette étape. Bien sûr. Dans une dynamique de confédération, il s'agira de regarder quel est le potentiel que chaque pays a pour que, ensemble, on parte sur des productions d'ensemble sur un espace. Imaginons, par exemple, que le Mali ait un potentiel en riz. S'il y a une politique commune pour la production du riz, du point de vue climatique, du point de vue géographique, est-ce qu'on pourrait aller sur des politiques communes pour ne serait-ce qu'une variété comme le riz? Si le Burkina a par exemple des potentialités du point de vue de la tomate ou bien du mil, les pommes de terre,
est-ce que la Confédération peut aller sur des dynamiques d'ensemble pour une politique commune afin de produire suffisamment la pomme de terre au Burkina, parce que l'espace existe, parce que le climat s'y prête. S'y prête également. Ça, ce sont des exemples sur lesquels on devrait pouvoir aller pour, en fait, profiter du plein potentiel de chaque pays. Mais il faut regarder que vaut véritablement chaque pays dans chaque variété agricole. Et c'est là où on devrait profiter véritablement. C'est ça, c'est ce qui est dommage en Afrique. On traîne avec ces grands ensembles-là qu'on peut constituer. Je pense que la Confédération, c'est un bon pas. Il faut renforcer. Et il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'hésitation parce que, quoi qu'on dise, on ne pourra s'en sortir qu'en allant ensemble sur des grands projets. Voyez-vous, un jour, je discute avec des amis à Koudougou qui me disent, vous voyez des institutions comme la BAD qui financent des projets. Vous ne partez pas là-bas avec un projet de 500, 600 millions. Vous partez avec des projets à coût de milliards. À l'échelle nationale. Il faut aller sur des projets de grands ensembles comme ça, qui demandent de gros financements. Et on va chercher ce genre de financement-là. Et après, on peut alimenter ce qu'on a comme potentiel. Et les résultats vont suivre, en fait. Je pense que le potentiel, l'aîné le disait tout de suite, le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Le Niger également. Et ce ne sont pas les espaces qui vont nous manquer. Ce ne sont pas les espaces qui manquent également. Le bassin du Niger également. Il y a de l'eau. Voilà, il y a de l'eau. Et également. Cet espace du Sahel, en fait, regorge en termes de ressources souterraines en eau, en termes de potentialité, du point de vue mondial, le Sahel regorge le plus de potentialité en termes de ressources souterraines en eau, du point de vue de la qualité, et de la quantité. Et de la quantité aussi. Donc, il faut exploiter cela au profit des populations. Et je pense que la dynamique n'est pas mauvaise. Merci bien. On va rester avec vous. Alors, dans toute cette dynamique, on revient au Burkina Faso plus spécifiquement. Alors, quelle sera la place des jeunes dans cette grosse dynamique agro-pastorale et halieutique? C'est vrai qu'on parle du monde paysan, il y a la question également de l'employabilité également à côté. Quelle sera la place des jeunes véritablement? Non, je pense que le Burkina ne devrait pas avoir de problème à ce niveau. Vous voyez, quand vous partez en Côte d'Ivoire, les plantations de cacao et de café, ce sont les Burkinabés qui produisent aujourd'hui en grande quantité. Vous partez au Mali, l'aîné le disait, vous partez au Ghana. C'est cela. Nous, notre espace avait, à tort ou à raison, été réservé pour la bravoure et le courage de nos populations pour aller produire dans ces pays, côtiers. Donc, ce potentiel-là, nous, on en a à suffisance. Il faut appeler les jeunes, il faut trouver le mécanisme pour les enrôler, dans le bon sens du terme d'ailleurs. Vous voyez, à l'émission précédente à laquelle j'ai participé, nous on avait parlé, on parlait en ce moment-là des Fassoyards. Des Fassoyards. Moi j'avais parlé des Fasso-Foro. Des Fasso-Foro. Des Fasso-Poto. Les chants du Burkina, les chants du Faso, les chants du président du Faso, pour produire en grande quantité. Il parlait de mécanisation de l'agriculture. C'est dans ces espaces-là qu'on peut avoir des jeunes en quantité pour produire ensemble. Et ça, ce sont des productions de la nation. C'est cela. On voit l'exemple de la canne à sucre à Banfora. C'est cela. Un tel espace en production de riz, c'est possible. En production de niébé, c'est possible. Donc, il faut aller vers de grands ensembles comme ça. Merci. Et ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent. Juste, il faut renforcer leurs compétences en les formant. J'ai vu qu'il y a eu quand même un certain nombre de recrutements pour la conduite des engins avec la présidente du Faso. Oui, avec le projet Faso Mebo. Avec Faso Mebo, je pense. Je pense que ce sont des dynamiques. C'est une bonne dynamique et il faut les encourager. Rapidement, Monsieur Ouedraogo, au niveau du bloc AES, comment est-ce qu'on pourrait véritablement tirer profit de nos espaces, plus de 2 500 000 de kilomètres carrés. Rapidement, comment est-ce qu'on pourrait tirer profit de ces espaces-là? Il faut que nos États aillent vite pour prendre le volet agriculture halieutique, pastorale en compte. Parce que si vous prenez le Mali, toute la zone du sud est immensement
je vais dire, riche en matière de production de riz. Et au temps de, juste après l'indépendance, ils ont construit dans la zone sur la rive gauche du fleuve Niger. Après Ségou, il y a un vaste truc de l'Office du Niger. Il y a plus de des millions d'hectares aménagés, irrigués, et actuellement, les gens font la production. Mais entre-temps, avec l'arrivée de la démocratie, on avait privatisé l'Office du Niger et elle a connu des difficultés. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de relancer également là-bas, comme ce qu'Ibrahim est en train de faire au Burkina. Et le fleuve Niger parcourt le Mali sur 1700 km. Et la grande partie du fleuve Niger est reversée sur le Niger. Et le Sénégal traverse le Mali sur 700 km et il y a beaucoup d'affiliants au Burkina Faso. Je pense que l'effort que le Burkina fait déjà, si en synergie le Mali, le Burkina, le Niger, ils se donnent la main, je vous dis que nous allons nourrir l'Afrique. Ça, ce n'est pas un débat. Parce que même la zone du Nord, certes, aujourd'hui, il y a le terrorisme, mais ils ont expérimenté des espèces dans cette zone-là où on peut facilement produire en quantité. Les ananas, on peut beaucoup produire. Il suffit seulement d'avoir de la volonté. Merci bien. Il y a la vallée du Sourou. Il y a la vallée du Sourou, il y a la vallée du Kou et même vers Dori, comme on appelle ça, les barrages de Yakuta. Il faut les mettre tous en valeur. La zone de l'Est également, la zone très c'est surtout là-bas où la pluviométrie. Donc, nous avons la nature n'a pas été. En réalité, on nous a berné hier. Quand les capitaines disaient ou dit que le Burkina n'est pas pauvre, il n'a pas tort, il a raison, on n'est pas pauvre. Nos sous-sols sont riches et nous avons de l'intelligence, nous avons des compétences et nous avons de la bravoure. Moi, je ne vois pas en quoi le peuple burkinabé doit mourir de faim. Donc, il faut aller vite. Il faut aller très vite avec ces ensembles-là. Il a dit, on ne peut pas se développer seul. Il faut qu'on se donne la main. Et l'AES, aujourd'hui, est une force montante. Et l'AES fait peur même aux Occidentaux. Et ça, il ne faut pas se flatter. Nous sommes une puissance. Il suffit d'avoir le courage de se donner la main, franchement, et quelque chose de potable. Rapidement, on termine avec M. Zié. Pour le bloc AES, comment est-ce qu'on peut tirer profit, comme vos deux prédécesseurs l'ont déjà proposé? Déjà, avec ce que M. Ouedraogo Yacouba vient de dire, concernant l'Office du Niger, vous saviez que beaucoup de Burkinabés ont été appelés à travailler l'Office du Niger. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel qui est là. Il y a un potentiel déjà. Et également, il vous souviendra que le Burkina Faso, à l'occasion de sa visite en Russie, pour commémorer le 80e anniversaire de la grande victoire russe contre le nazisme, il a demandé au président Vladimir Poutine qu'il veut le transfert d'expertise, le transfert de technologies. Cela, au niveau de l'espace AES, nous pouvons partager nos standards. S'il n'y a pas de standards en matière agricole, nous pouvons les définir ensemble pour qu'on puisse agir ensemble. Parce que nous avions un destin commun, où nous sommes en train de construire un destin commun. Donc il faut le faire avec toutes les politiques publiques que chaque État aurait à engager. Mais il faut uniformiser nos interventions. Ça va permettre justement de renforcer la production. Ça sera à l'avantage du peuple, du Sahel. Donc on gagnerait à se mettre ensemble. Merci infiniment. Il faut aller vite car la souveraineté alimentaire est une des souverainetés les plus essentielles pour le développement de toute nation, comme M. Kabouré l'a dit. C'est la mère des souverainetés. C'est la mère des souverainetés. Comme on le dit, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Alors il faut sortir, on va dire, de ces chaînes. Voilà, et pouvoir véritablement s'émanciper. Merci à vos chers chroniqueurs. Nous abordons à présent le second sujet. Nous parlons de diplomatie. Le Niger et les États-Unis veulent-ils encore se rapprocher? Monsieur Kabouré, récemment, on va dire, la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger a présenté sa lettre de créance, on va dire, au général Tiani, voilà, en soulignant que les États-Unis veulent, on va dire, soutenir le Niger dans la lutte contre le terrorisme. On va dire tout au plus 2024, où les États-Unis ont cédé leur dernière base au Niger. Il y a un retour. Que cache véritablement, on va dire, ce retour? Les États-Unis veulent encore faire la cour au Niger. Qu'est-ce que ça cache véritablement? Non, en fait, ça ne cache pas grand-chose. Vous savez, en matière de diplomatie,
ce ne sont pas les émotions qui sont les maîtres du jeu. En fait, en matière de diplomatie et de géopolitique, c'est la rationalité. En fait, ce sont les exigences du moment qui commandent les décisions. Et aujourd'hui, l'espace sahélien est un espace stratégique qu'aucune puissance sur cette terre ne veut laisser longtemps à ses concurrents. Et je pense que les États-Unis, en revenant avec cet ambassadeur, c'est aussi faire preuve de réalisme politique. Et moi, je ne leur en veux pas pour cela. Si aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent qu'ils peuvent, que les autorités nigériennes actuelles sont fréquentables et que les exigences de ces autorités-là ne sont pas antinomiques avec les convenances de la diplomatie américaine, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce à dire véritablement que la politique, on va dire, américaine a changé de Joe Biden à Trump alors? Non, il y a une réadaptation. Donc, réadaptation. En fait, selon les exigences, du moment. Je le disais, c'est l'espace du Sahel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez, le terrorisme, les Occidentaux, dans les premiers moments, l'ont combattu à l'interne, chez eux. Il s'est un peu exporté dans le Sahel. Et de prime abord, ce qu'on entend de la volonté américaine, c'est de contribuer au combat contre le terrorisme au niveau du Sahel. Ça, c'est un premier élément, un premier argument qui est avancé, mais bon, qui cache très mal des arguments économiques. Quand même, il y a des ressources au niveau de cet espace du Sahel-là. Il y a des potentialités, les ressources naturelles qui sont convoitées par quelques puissances que ce soit sur cette terre. Donc, je pense que les États-Unis ne veulent pas rester longtemps en marge. De cette dynamique. Je pense que c'est une dynamique de correction. C'est ça. Il faut de la réelle politique du point de vue des autorités nigériennes pour non seulement rester dans leur démarche de souveraineté, mais aussi ne pas cracher forcément sur en fait des potentialités qu'il peut y avoir dans une collaboration avec les États-Unis. Je pense qu'on est en géopolitique, on est en diplomatie. On ne dit jamais jamais. On ne dit jamais jamais. Merci bien, M. Kaboré, on vous revient tout à l'heure. Alors, M. Zié, c'est comme il l'a dit, c'est de la géopolitique, on ne dit jamais jamais. Le Niger aujourd'hui dans le bloc AES tente de se rapprocher des États-Unis. Votre lecture? Bon, pas que tente de se rapprocher des États-Unis, ce n'est pas une volonté aussi expresse comme ça. Ce que je voudrais dire d'abord pour les États-Unis sont dans une logique de maillage. Ils ont une grande influence et cette influence-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Il vous souviendra également que pendant la guerre froide, les États-Unis qui avaient des difficultés avec la Russie, l'URSS vous voulez, mais n'a pas cessé les questions diplomatiques. Encore récemment, les États-Unis qui ont envoyé des milliers de soldats, envoyé de l'armement conséquent à l'Ukraine pour combattre la Russie, n'a pas cessé ces relations diplomatiques avec la Russie. Bien sûr. Les États-Unis également, en Afghanistan, ont décidé un jour de partir officiellement. Mais ils ont des cellules dormantes pour entretenir des relations, des canaux de communication avec les talibans. Et encore, les mêmes États-Unis, lorsqu'ils ont décidé d'annexer le Canada, mais ça vaut déjà une déclaration de guerre. Parce que le Canada n'est pas n'importe quel pays, c'est un grand pays. Exactement. Mais les relations diplomatiques ont été maintenues. Pour les cas d'espèce, les cas du Niger, où le Niger a décidé de mettre fin aux accords militaires entre les États-Unis et son pays pour des questions de souveraineté. Les États-Unis, ils n'ont pas fait de bruit. Ils ont décidé simplement de partir.
Et ils viennent par autre chemin pour essayer d'entretenir des relations de collaboration. C'est ça. Ils le font, pourquoi ils n'ont pas parlé, comme la France, qui est rejetée dans les pays du Sahel, même en Afrique de l'Ouest, dans la plupart des pays qui ont été colonies de la France. Les États-Unis, voyant la perte ou la perte de l'hégémonie française, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de façon stratégique. Pour garder toujours son influence vis-à-vis de l'Europe, il faut que les États-Unis puissent avoir une approche à l'américaine pour pouvoir se maintenir dans le Sahel ou sinon dans l'Afrique de l'Ouest pour toujours entretenir des relations, parce que simplement ces relations vont d'une manière ou d'une autre être utilisées un jour par la France qui, à un moment donné, ou à chaque moment, fait recours aux États-Unis pour pouvoir manœuvrer. Encore, il ne faudrait pas oublier, rapidement. Oui, rapidement. Il ne faudrait pas occulter le fait que la Russie, aujourd'hui, de plus en plus, par sa sincérité, par sa position stratégique et sa capacité militaire, est de plus en plus en partenariat avec la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest. Cela, si les États-Unis ne prennent pas garde, la Russie pourrait être en partenariat avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout que nous sommes dans une logique de changement, de détermination politique. Si cela est fait, vous saviez que ce qui nous sépare des États-Unis de l'Amérique, c'est quoi? C'est simplement l'océan Atlantique. Donc, si la Russie arrive à avoir une position confortable, assise, l'océan Atlantique serait totalement contrôlé, une manière de parler, pour dire que la Russie pourrait installer des moyens sophistiqués pour écouter, pour surveiller les États-Unis. Donc, dans cet élan, même si les États-Unis vont se courber, ils le feront pour être amis avec au moins l'un des pays de l'AES, pour espérer renforcer sa collaboration avec les autres pays. Donc, je vous reviens rapidement avec une relance. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de, même si les États-Unis veulent se courber pour pouvoir entrer dans les grâces du Niger, alors aujourd'hui, le Niger est-il dans une posture de coopération économique ou encore, on va dire, parce que le Niger est dans une dynamique AES aujourd'hui, il y a les intérêts nationaux. Est-ce que le Niger est dans cette dynamique d'intérêt au niveau national ou encore le Niger est dans une dynamique globale? Non, dans une dynamique globale. Parce que vous le pensez véritablement? Non, je le pense. Parce que je ne pense pas que le Niger va inscrire des actions diplomatiques en dehors du cadre AES. Même quand ça s'est fait, ça s'incruste toujours et de façon harmonieuse dans le cadre de l'intervention en matière de diplomatie et de politique étrangère des États membres de l'AES. Et ce qui s'est fait. Mais il ne faudrait pas croire, lorsque le Niger dit que non, ou bien il ne faudrait pas prendre, que lorsque le Niger dit nous avons décidé de rompre avec les États-Unis sur la coopération militaire, ce n'est pas sur tous les volets. Il peut y avoir des actions spontanées. Récemment, pour le rappeler, récemment, les militaires, il y a eu certains hauts gradés de notre armée qui ont été aux États-Unis. Bien sûr, on l'a voilà, donc il peut y avoir des choses comme, mais ça ne vise pas à exploiter ou à soumettre nos peuples. C'est ce que nous ne voulons pas. Les accords militaires et récemment qui visent à contrôler... Et récemment également, on l'a constaté également dans la région AES aussi, il y a eu cette protestation contre la sortie du général Langlais également, des États-Unis. Absolument. Voilà, et les peuples de l'AES ont fortement décrié cela. Alors, quelques semaines après, on voit ce rapprochement. Ça suscite beaucoup de questions. Non, ça ne suscite pas de questions. Je vous dis, les États-Unis peuvent se larmoyer pour simplement être présents, pour préserver, puisque c'est l'expression libre de la souveraineté des États-Unis, qui est d'être partout, dans tous les États. Tout récemment, il y a eu l'envoyé spécial représentant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il était en entretien avec le Premier ministre. Dès ses premières interventions, il a eu à dire dans ses propos que je suis venu pour m'enquérir de l'évolution de la situation au pays et au Burkina Faso et voir ce que nous pouvons faire pour les populations qui sont touchées par la crise. Regardez, ces propos sont d'un ton méprisant, mais qui visent à contrôler. Monsieur Zier, vous n'avez pas à juger de la qualité. Non, je vous dis simplement, ces propos sont d'un ton méprisant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée. Et il y a des financements. Les gens financent et parrainent le terrorisme. Ces mêmes gars qui parrainent, qui sont aussi les patrons, qui influencent sur les décisions de l'ONU. Et ce monsieur vient
étant le représentant du premier responsable, le premier fonctionnaire de l'ONU, et tient des propos qui semblent être déconnectés totalement de la réalité que les Monsieur pays Zié, il a dit par la suite, dans son intervention, je vous aide dans son intervention, il a dit par la suite, nous siégeons au Conseil de sécurité, nous ferons tout pour que le Burkina Faso soit accompagné. Mais c'est après que le Premier ministre... Il l'a dit dans son discours de fin d'audience. Merci, c'est après que le Premier ministre lui a dit que ce que nous voudrions, que les États-Unis portent la voix ou les voix des nations qui sont en lutte contre le terrorisme. Il l'a dit. Recadré. Il l'a dit. Mais que l'ONU ait un discours franc. Oui, il l'a dit. Oui, il n'avait pas d'autre choix que de tenir de tels propos. Ils n'avaient pas autre choix. Parce que ils ont compris que nous sommes décidés à changer, que nous n'allons plus nous soumettre face à ces États qui se disent puissants, nous n'allons plus jamais nous fléchir. Donc c'est pour cela qu'il a revu son langage. Les interventions sont là. Merci bien, monsieur Zié. On va vous revenir tout à l'heure. Monsieur Yacouba Ouedraogo, c'est une situation qui, quelque peu, indispose un peu le bloc AES. Quand on sait qu'il y a quelques semaines, le général Langlais a été véritablement rejeté par les populations de l'AES. Le Niger aujourd'hui se rapproche des États-Unis, ça suscite beaucoup de questions. Personnellement, moi ça me pose beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'en diplomatie, c'est du vestibule de tout possible. Hein. On peut être en désaccord aujourd'hui et puis être ensemble demain en fonction des intérêts qui évoluent de gauche à droite. Mais dans le cas précis de l'AES et du Niger avec les États-Unis aujourd'hui, sachant que les États-Unis sont l'allié direct de l'impérialisme français et de l'OTAN, et les contextes dans lesquels le Niger, le Burkina et le Mali. Collaborent avec la Russie, et après avoir humilié l'armée américaine au Niger, et que ces gens reviennent avec une autre stratégie de coopération, et surtout en proposant de l'aide à la lutte contre le terrorisme. Pourtant, ils étaient présents hier. Ils n'ont pas proposé cela. Moi, ça me pose des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident, la France et ses alliés sont en train de perdre réellement l'espace AES. Et mon frère Kaboré l'a dit, l'AES est une immensité sur le plan ressources dans le monde. C'est-à-dire, qui veut contrôler le monde? Il y a des points même en Afrique, et comme on appelle dans l'espace AES, là, dans la zone de Gao, si tu positionnes n'importe quelle coordonnée, tu peux avoir des visions, des vues sur n'importe quelle position du monde. Et les puissances là savent ça, ils ont des études. Ils savent que s'ils ne sont pas à l'AES, ils n'ont pas une certaine mainmise sur l'espace AES, les jours à venir, ça sera compliqué sur certaines choses. Donc pour vous, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps, c'est cela? Moi, ça m'inquiète. Parce que si le Niger, en tant que membre de l'AES, très prononcé, s'approche des États-Unis, ça veut dire que quelque part, il peut y avoir une faille. Une faille ou une manipulation qui peut mettre en mal le bon fonctionnement de notre vision souverainiste et de même la lutte contre le terrorisme. La France, les États-Unis, toute cette puissance-là était dans l'espace AES, mais le terrorisme avançait à grands pas. Aujourd'hui, qu'on a pu les mettre dehors, on parvient à faire des résultats. Et c'est au même moment, on revient pour... C'est vrai que la diplomatie, il faut être souple. La diplomatie, il faut jamais dire jamais, comme mon frère l'a dit, mais il faut rester strictement prudent et vigilant. Et ça, c'est très important. Parce que nos États sont des États qui sont en train de se construire. On n'est pas très fort. Ça, il faut être honnête. Une petite faille venant du Niger ou venant du Mali ou d'un des États de l'AES, il faut dire que ce projet de l'AES-là tombera dans l'eau. Donc les États-là doivent rester très vigilants, très concentrés sur l'objectif et ne pas se laisser distraire. Parce que ces partenariats-là, personnellement, je ne suis pas un diplomate de formation, mais je ne vois pas en quoi ça va apporter un plus-value, et comme on appelle un plus dans la démarche actuelle de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient là, ils n'ont rien fait. Il a fallu qu'il aille faire l'alliance avec, qu'on aille faire les alliances avec la Russie pour pouvoir s'équiper, pour pouvoir entraîner comme on appelle notre armée, pour pouvoir les donner de quoi lutter efficacement contre le terrorisme. Et ces gens-là viennent encore, c'est pour pouvoir encore espionner, avoir des positions
comme on appelle, savoir connaître les positions de nos forces de défense et de sécurité dans la lutte et vendre ça d'une manière indiscrète à l'impérialisme pour qu'ils viennent encore nous fouetter. Merci bien, M. Ouedraogo. En tout cas, c'est ma vision. Merci bien, M. Ouedraogo. M. Kaboré, alors on revient encore. Ce rapprochement du Niger et des États-Unis, vous avez dit, hein, en diplomatie, on ne dit jamais jamais, mais ce rapprochement, il est problématique, véritablement. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Zié? Oui, bon, moi je ne pense pas qu'il soit problématique, même si je suis d'accord avec l'aîné qu'il faut être prudent, parce qu'on est en diplomatie. Mais ce qui compte aussi en diplomatie, c'est parfois des enchères. Vous voyez, quand il y a eu le coup d'État au Niger, je pense que les États-Unis, généralement c'est comme ça, ils ont plié leurs bagages et puis ils sont partis. Voilà. Et après, le Niger a dit, bon, d'ailleurs, les accords militaires qui sont là, ce sont des accords unilatéraux que vous avez signés et puis vous êtes venus vous installer. Bon, on arrête tout ça. Aujourd'hui, je pense que les États-Unis reviennent, mais aussi dans une posture quelque peu de faiblesse. Voilà, parce que là, je pense qu'ils reviennent un peu la tête baissée. Et de ce point de vue-là, je pense que le Niger a peut-être profité de cela pour tirer un certain nombre d'avantages voilà, dans ce retour. Et surtout redessiner un peu l'architecture des accords. Oui, bien sûr. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, on ne peut pas être trop exigeant parce que nous sommes dans une confédération, et d'ailleurs une confédération naissante. Il y a encore une bonne part de souveraineté des États dans cette organisation. Chacun des États coordonne sa politique comme elle veut sur un certain nombre d'aspects. Voilà. On a eu le président du Faso qui est allé en fait dans une certaine forme en Russie récemment, et on a vu le tollé que ça a pu faire. On a vu en fait toute cette réaction du point de vue de l'Afrique. Ces discussions-là, c'est strictement Burkina Faso. Il y a des aspects sur lesquels on parle AES, mais les espaces de souveraineté de chacun des pays, je pense qu'il faut respecter aussi cette liberté de ces pays-là de faire des choix, tout en demandant d'être prudent, parce que l'aîné le disait tout à l'heure, nous sommes des États en construction. Nous avons une situation encore très fébrile du point de vue du terrorisme. Le combat est encore très intense sur le terrain, ce qui commande cette crainte-là, et ça se justifie. Néanmoins, je reste convaincu qu'en diplomatie, c'est parfois même la diplomatie, pour moi, ce n'est ni l'église, encore moins la mosquée. Voilà, vous voyez, les gens, ils font les accords, ils signent les accords diplomatiques comme ils les cassent. À la tête du client? À la tête du client, eux-mêmes, selon les exigences et les opportunités du moment. Donc, ça reste dans l'ordre normal des choses. Alors, rapidement, on reste avec vous. Vous avez parlé de fébrilité de la zone AES compte tenu du terrorisme. Alors, on sait aujourd'hui que l'AES est plus proche de la Russie aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on sait que cette zone-là également est devenue une zone de rivalité des grandes puissances aujourd'hui. La Russie ne peut pas tout donner à l'espace AES. Les États-Unis également sont une puissance. Alors quand on parle des États-Unis qui viennent de la tête baissée, ça suscite un peu... Non, c'est une image. En fait, c'est une image. Mais en fait, en diplomatie, il y a des points de force. C'est ça. Il a dit, aujourd'hui, peut-être les États-Unis, ils ne reviennent pas au Niger de gaieté de cœur. Parce que quand vous dites que c'est un pays dirigé... Parce que quand il y a des intérêts. Oui. Et ce sont des intérêts stratégiques. De part et d'autre également. C'est de grands intérêts. Parfois, il nous manque en fait, la force technologique pour comprendre le potentiel dont nous disposons. Il a parlé de position. On connaît la position du Sahel. À partir du Sahel, quel contrôle vous pouvez avoir sur le monde entier, sur la planète même parfois, parce que certaines études le démontrent. Et quand il y a ce genre de potentialité,
ces retours-là s'imposent parfois à des grandes puissances comme les États-Unis. Sinon, je ne pense pas que ce sont des États-Unis qui sont revenus de gaieté de cœur. Il y a des exigences, il y a des choses qui... Des intérêts de part et d'autre. Il y a des contraintes, en fait, je pense. Sinon, ils auraient, à partir du moment où ils ferment leur ambassade en disant... Oh, je veux dire, ils retournent leur ambassadeur en disant désormais la démocratie n'est plus de mise, mais pour l'instant, le système démocratique n'est pas encore de retour au Niger. Si les États-Unis viennent, je pense que c'est un retour quand même contraignant. Pour eux, ils sont obligés de le faire. C'est au Niger de savoir tirer profit de ça. Parce que le jeu diplomatique, c'est comme ça. Tu as besoin de moi, je monte les enchères et je tire profit. Après, demain, si c'est moi qui ai besoin de toi, tu as la latitude aussi de monter les enchères. Voilà. Merci bien. Monsieur Zi a un mot à ajouter sur cette situation. Non, je voulais simplement dire qu'au regard de l'engagement et du contexte dans lequel les autorités nigériennes sont arrivées, et surtout les autres autorités des autres pays là, on n'a pas d'inquiétude. Moi, personnellement, je n'ai pas d'inquiétude avec la collaboration avec les États-Unis, puisque cette collaboration ou ce partenariat, moi, le terme, je ne sais pas si c'est le terme juste, voilà, ne vient pas substituer ou remplacer ou n'aura pas les mêmes... le même contenu que ce qui a été dénoncé. Voilà. Je pense que les autorités nigériennes va redessiner une nouvelle architecture. Voilà, ils sont vraiment très avertis et donc ils ont pris des dispositions pour ne pas qu'il y ait un acte de perfidie puisse s'incruster dans les dispositifs. Donc, c'est-à-dire que vous avez les mêmes craintes que monsieur Ouedraogo. Non, moi, je n'ai pas de craintes. Vous n'avez pas de craintes. Je veux dire qu'ils sont beaucoup avertis. Donc, les craintes doivent être levées parce que les connaissants de leur détermination, de leur ambition même de recouvrer la totalité de la souveraineté nigérienne, ben, je ne pense pas qu'il y a des inquiétudes. Apparemment, monsieur Ouedraogo ne partage pas votre avis. Non, il y a des inquiétudes. Voilà, monsieur Ouedraogo a des inquiétudes. Il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Il faut rester prudent parce que connaissant ces gens-là, c'est cela. Et il ne faut pas dormir sous son oreiller et dire que bon, on a pris. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est clair, hein? Voilà, monsieur Ouedraogo n'est pas du tout. Moi, je ne suis pas confiant. Donc, nos États doivent rester toujours sur le qui-vive. C'est cela. Et marcher avec pas des caméléons. C'est ça. Parce que ces puissances-là, ils ne sont pas prêts pour nous en réalité. La géopolitique est très stratégique. Très stratégique. Et restons concentrés sur notre objectif. Et renforçons notre coopération avec la Russie et les autres partenaires sincères. Et on peut donner un peu d'espace à ces gens-là, parce qu'on ne ferme jamais la porte. C'est ça. Voilà. Mais il faut avoir un œil, et comme on appelle l'œil ouvert, il faut les tenir en haleine. Il faut rester sous le qui-vive avec ses partenaires, la France, l'impérialisme et les États-Unis là. Surtout les États-Unis. C'est les États-Unis en bas, en douce, qui fait tous les jeux politiques de la France. Et la France vient maintenant en sapeur-pompier. Merci bien. Et regardez ce qui s'est passé. Ils ne sont pas en si bon terme actuellement, les États-Unis. Oui, mais là. tout ça, est-ce que c'est pas stratégique également? Il faut rester prudent. Mais prenez la Libye. C'est un exemple à côté de nous. Ils ont manigancé en bas, la France a fait et les États-Unis sont venus faire le jeu. Donc nous devons rester prudents. Et ça ne coûte en rien à ces États-là de détruire un de nos États pour les intérêts. Merci infiniment. Pour M. Ouedraogo, prudence est mère de sûreté. Voilà, c'est ce qu'il recommande véritablement à l'espace AES. Merci à vous, chers chroniqueurs. Nous abordons à présent le troisième sujet et nous sommes au Tchad. Alors, on va dire le maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno, voilà, qui gère de main de maître le Tchad. Voilà, et aujourd'hui, on a un pays qui est stable. Et en début de semaine, nous avons tous constaté dans l'actualité, l'ex-premier ministre est également un des leaders de l'opposition, le leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra. Voilà, qui est une des figures véritablement, on va dire, de proue de la politique tchadienne, a été interpellé par la justice, véritablement, on va dire, accusé d'incitation à la violence. M. Ouedraogo, on parle d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. De quoi parle-t-on véritablement quand on sait aujourd'hui que le Tchad est quand même calme politiquement? Il faut dire que le Tchad est calme, c'est vrai. Et il faut aussi reconnaître que le Tchad n'est pas totalement en démocratie. C'est ce que l'opposant n'a pas compris. C'est une main de fer dans un gant de velours que Déby et
essaie de... Il gère le Niger avec, je vais dire, une main de fer dans un gant de velours. Et ce qu'il présente au monde, naturellement, n'est pas ce qui se passe chez lui en matière de gouvernance. Il allait aux élections, c'est juste pour formaliser sa gouvernance, mais il est toujours dans la révolution silencieuse. Dans une révolution silencieuse. Et dans une révolution, l'opposition n'est pas permise. La contradiction n'est pas permise. On regarde tous dans la même direction, où on suit, ou on ne suit pas, on s'était. Mais tu sais, Nassara a fait un double jeu qui, naturellement, qui finira par les bouffer. Quand il a été nommé Premier ministre, personnellement, je n'avais pas du tout apprécié. Soit tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Il a critiqué au départ, après il est revenu et à la maison souper. Et aujourd'hui, les choses ne vont pas comme lui il souhaite. Il commence à mobiliser, il commence à faire des rassemblements et qui pourra perturber la bonne marche de la gouvernance actuelle. Le président ne va pas s'asseoir et regarder. Bon, quand les gens disent qu'on manipule la justice, je pense que c'est normal. Une justice est toujours acquise à la cause du gouvernement. Et ça, c'est pas... Donc pour vous, on retire l'expression instrumentalisation de la justice. Donc directement, oui, parce que voilà, c'est l'État. Tout État qui n'a pas la justice en main finira par disparaître. Parce que c'est un pouvoir, c'est le troisième pouvoir, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un pouvoir très fort. Donc, si tu ne parviens pas à avoir tes éléments au sein de la justice pour faire par moment des jeux. Au fait, la gouvernance, ce que les gens demandent de la gouvernance, là, moi je suis un homme politique. Il y a des fois c'est difficile. Quand tu donnes, tu partages ton pouvoir, tu respectes toutes ces règles qu'on demande dans la démocratie, par fini, tu n'as plus rien comme pouvoir. Et c'est ce qui t'a... Mais ça fragilise tellement ta gouvernance que par fini, tu tombes comme une mangue mûre. Et nous avons d'expérience, nous avons ces expériences-là au Burkina Faso et ça coûtait très cher à ces régimes-là. Et aujourd'hui, même au Burkina, si vous voyez que les capitaines parviennent à faire des, comment on appelle, à poser des actes louables, c'est parce qu'en face de lui, il n'y a pas une opposition qui tire vers les bas. J'aime prendre le cas de l'hôpital de Kwa. Quand son excellence Roch-Marc Christian Kaboré voulait construire l'hôpital à Bobo, mais une opposition malveillante a tout mis en œuvre pour qu'on ne puisse pas réaliser le projet. Mais aujourd'hui, à l'entrée de Bobo, si vous regardez à gauche, vous êtes fier ou vous n'êtes pas fier. C'est cela. Donc, c'est ce qu'il faut dans nos États. Je n'ai rien contre la démocratie. Une main de fer. Dans un gant de vélo. Voilà, parce qu'il y a des moments où le passage doit être forcé. C'est cela. Parce que si on doit tenir compte de l'aspect de la vision de l'ordre, comme on appelle, de tout le monde, on ne pourra rien faire. Merci bien à M. Ouedraogo. On vous revient tout à l'heure. Alors, M. Kaboré, alors il l'a dit, hein. Voilà, nous avons au départ utilisé l'expression instrumentalisation de la justice, mais lui parle plutôt à visage découvert où l'État, on va dire le pouvoir débit, voilà, sévit contre l'opposition. Vous partagez cet avis-là? Bon, pour l'instant, il y a des éléments sur lesquels il y a des reproches comme contre Success Masra. Incitation à la violence. Voilà, et on parle d'un audio qui... apparemment existe véritablement. Cet audio-là, parce que les avocats de Success Masra, le 17 mai dernier, se sont prononcés. Ils ont estimé que cet audio existait depuis mai 2023. Alors que la crise, ou du moins... la crise qui a conduit à la mort de ces gens-là dans le village en question. Plus de 40 personnes, 42 exactement, qui ont été tuées dans un conflit agriculteur-éleveur. C'est consécutivement à cela que le procureur a fait interpeller Success Masra. Donc, ces avocats estiment que l'audio date de mai 2023. Et c'est aujourd'hui qu'on interpelle leur leader pour ces faits-là. Donc, est-ce qu'on ne profiterait pas de cette situation, on va dire, d'autoritarisme telle que décrite par M. Ouedraogo? Est-ce qu'on ne profiterait pas de cette situation-là? Non, vous savez, nous connaissons tous le Tchad. Hein? Le Tchad, c'est un pays qui a toujours été dirigé militairement, avec de fortes personnalités, notamment Idriss et tous ceux qui, voilà, Déby père et fils aujourd'hui. On le sait, mais après, il y a Success Masra aussi qui a prêté le flanc, l'aîné le disait. Il y a eu une sorte d'incohérence politique
dans ces récentes années-là, en début 2024, il est fait Premier ministre. C'est ça. Et Premier ministre qui doit piloter l'organisation d'une élection, qui est en même temps l'opposant de son président. Voilà, à la proclamation des résultats, chacune des parties revendiquait la victoire. Donc c'est sûr que c'était une entente qui ne devrait pas durer. Et aujourd'hui, les partisans des transformateurs ne doivent pas être étonnés quand ils voient le pouvoir quand même leur mettre quelques bâtons dans les roues, parce que l'inimitié est encore très fraîche en odeur. Exactement. Merci bien, M. Kaboré. On vous revient tout à l'heure pour la suite de cette émission. M. Zié, voilà, vos deux prédécesseurs ont décrit cette situation-là. Nous ne sommes plus dans une démocratie. Hein. Voilà, comme il l'a dit, nous sommes dans une forme de... Pas une forme, nous sommes dans un contexte d'autoritarisme. Est-ce que vous partagez également cet avis-là? Non, non, c'est pas ça. La démocratie, c'est l'expression libre de la volonté du peuple. Voilà, un peuple qui... D'abord, ce que les gens disent et reprochent à la démocratie, c'est simplement qu'on l'a pris sous l'angle de comment on parvient aux élections, où on parvient à briguer la magistrature suprême, et de comment les gens font pour duper le peuple, pour ne pas concrètement poser des actions phares pour le bien-être du peuple. Pour le cas du Tchad, c'est comme il a dit, hein, M. Kaboré, j'espère que c'est bien le nom, voilà, il a dit, on est dans une sorte de gouvernement de réconciliation. Le Premier ministre, qui est un acteur politique, il est avec Maman Idriss Déby. Vous organisez les élections et en même temps, tu organises les élections en tant que Premier ministre, parce que tous les dispositifs gouvernementaux qui vont appuyer l'institution chargée de l'organisation des élections sera piloté ou bien, j'allais dire, influencé quand même par les chefs de gouvernement. Voilà. Maintenant, tu es en même temps le candidat. On finit, on proclame les résultats. Tu attaques les résultats devant le Conseil constitutionnel, comme quoi c'est toi qui aurais gagné les élections face à Maman. Bon, des deux, c'est son jugement comme ça. À l'issue de cela, après ça, il démissionne du gouvernement. Il n'est pas, mais bien entendu, il devrait partir quand même. Voilà, à l'issue de ça, il est resté dans une forme de réorganisation de son parti avec des influences politiques. Et quand vous regardez à l'époque, j'allais bien préciser qu'à l'époque, au moment des élections, vous saviez que le président actuel était quand même soutenu par la France. Vous avez vu, l'homme même de son investiture, il y a eu le président français qui s'est déplacé. Mais le même Premier ministre là, Sucem Masra, il était aussi l'homme de main des États-Unis. Voilà, deux puissances qui rivalisent pour s'imposer. Quand l'autre échoue, l'autre revient derrière l'autre pour s'appuyer, en fait, utiliser les mêmes atouts, j'allais dire, les privilèges que l'une des puissances a eu pour pouvoir vraiment asseoir les dominations. Je continue pour dire... Monsieur Zié, à vous écouter, c'est un règlement de compte alors? Non, pas un règlement de compte, ça s'inscrit dans l'ordre logique de la gestion des affaires publiques. Ce n'est pas un règlement de compte. Puisque en matière de politique, en matière de gestion de l'État, il n'y a pas de sentiment. Non, mais à vous écouter, l'un est le représentant, voilà, ils sont représentants des puissances. Ils sont influencés par des hommes politiques, et soutenus, les puissances, il veut dire, et soutenus par ces puissances impérialistes-là. Maintenant, la question de l'audio dont il a parlé de suite, son parti même ne nie pas l'existence de l'audio. Donc ça veut dire qu'un audio émis dans l'intention d'appeler à la haine peut être toujours réprimé. Même puisque nous sommes en matière criminelle en ce moment. Donc moi je pense que peu importe le moment qu'on l'arrête, on peut toujours l'arrêter. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, deuxième élément, c'est le fait qu'il y a eu des agriculteurs et des éleveurs peuls qui se sont massacrés. Dans sa région. Dans sa région, dans le sud-ouest du Tchad. Quand vous regardez, c'est une situation déplorable. Quelle était lui son attitude vis-à-vis de cette situation? C'est ça aussi. Parce qu'à la limite, les autorités judiciaires vont arriver à apprécier. M. Ouedraogo tentait de dire que la justice, c'est véritablement l'outil pour le gouvernement. Mais c'est clair. La justice, c'est un pilier de l'État. Le chef de l'État est là et l'un de ses piliers, c'est la justice. Mais lui, c'est sous l'angle du fait que la justice est l'instrument
que le pouvoir peut utiliser, voilà, à son Oui, escient. mais un pilier, c'est toujours un instrument, non? Oui. Lorsque vous avez un engagement Non, qu'il qui peut est tenu... utiliser à son escient pour... Non, voilà, mais c'est toujours comme ça. pour faire ce qu'il a envie de faire. Oui. Simplement, ne refusez pas la vérité. Non, je ne refuse pas, monsieur Zier. Mais en fait, on ne refuse pas. Moi, je pense que... On peut manipuler la justice. Non, non, voilà, à son escient. c'est pas manipuler. Ici, l'audio existe. C'est ça. C'est sur la base de l'audio que le procureur aurait fait ces citations. Oui, ces citations. Maintenant, quand il a fait, ça existe. Moi, je dis, quand vous prenez le gouvernement, vous prenez le pouvoir législatif, vous prenez le pouvoir judiciaire. Mais ces entités-là, ce sont des piliers. Ces piliers-là sont au service de qui? Qui est? Quand on dit que quel est le Tchadien qui a le privilège, la primauté des décisions pour dire à telle entité, faire comme ça, et auquel on ne doit pas se soumettre. C'est bien le président du Faso qui est un organe également. Excusez, le président du Tchad, qui est un organe également. Et en termes hiérarchiques, il vient au-dessus de toutes les autres entités. Donc moi, ça s'inscrit dans l'ordre normal, que le gouvernement dise simplement, parce que de toutes les manières, il y a un ministre chargé de la justice, c'est lui qui dote en tout. Donc la justice ne saurait être indépendant du moins du pouvoir exécutif. Je pense que ce n'est pas une question de manipulation. Merci. La justice joue son rôle. Maintenant, comment elle le joue, c'est ça. Je pense que ceux qui détiennent les éléments clairs peuvent apprécier. Voilà. Merci bien, monsieur Zi. On va vous revenir. Juste un petit élément là-dessus. C'est vrai, le Tchad s'inscrit dans un contexte de démocratie. C'est ça. Et évidemment que dans le contexte de la démocratie, les pouvoirs sont indépendants vis-à-vis est-ce que là, on est dans un contexte de démocratie? Démocratique, ok. Bon, il y a un aîné qui est un praticien politique. Je ne vais pas, qui ne parle pas de démocratie, aller à contre-courant de ses propos. Mais du point de vue de la démocratie, il y a le législatif, il y a l'exécutif, il y a le judiciaire. Donc ce sont des pouvoirs qui nécessairement se complètent, mais qui ont chacun son indépendance. Voilà, même si on ne nie pas le fait que il y a quand même une certaine primauté de l'exécutif sur un peu le maillage de ces pouvoirs. Ce qu'il y a et ce qui est le plus important ici, ce sont les faits. Est-ce que Succès Masra a fait un audio? Oui, il me semble bien qu'il ait fait un audio. Est-ce que cet audio-là appelle à la haine, à la division, à la violence et tout? Ça, ce sont des éléments que la justice pourra apprécier. Et si c'est apprécié, et que c'est un audio qui date de 2023, aujourd'hui, le 14 mai 2025, il y a des conséquences dramatiques dans la région de cet homme politique majeur-là. Je pense qu'il y a quand même de la matière à apprécier. Et les conséquences, ça peut être quand même lourd de conséquences, parce que aujourd'hui, les analystes, beaucoup d'analystes tiennent à dire qu'il ne pourra pas forcément s'en tirer sans une condamnation. Et par voie de conséquence, il y a des risques aussi que son parti, les transformateurs, soit suspendu. Ce n'est pas ce qu'on leur souhaite, mais ce sont des possibilités qui ont été évoquées par bon nombre d'analystes. Pour juste compléter ce qu'il dit, vous voyez, les mêmes partis, les transformateurs, ils ont refusé de participer aux élections législatives. Leur rôle en tant qu'acteur politique, c'est quoi? Ce serait de faire quoi? À part être dans des instances de décision ou des décisions, il y a des à l'Assemblée aussi, c'est quand même des décisions qu'ils prennent en votant. Voilà. S'ils refusent de prendre part aux élections législatives, quel serait leur rôle? Surtout qu'ils se réclament encore acteurs politiques. Donc ils vont s'opposer, puisque de toutes les manières, ils sont de l'opposition. Donc ils vont s'opposer. Donc je crois bien que lui, sa carrière politique, ça doit être mis en pointillé, comme le disait certains. Alors, M. Ouedraogo, donc véritablement, on doit pouvoir craindre une vague d'instabilité dans les jours à venir, parce que l'opposition ne restera pas muette. Non, je pense que, connaissant le président tchadien, il ne va pas se laisser faire. Parce que, vous voyez, moi je suis contre qu'à cause d'un individu ou à cause d'une idéologie, qu'on mette en danger toute une nation, ou qu'on envoie les enfants des gens à l'abattoir. Ce qui fait que la démocratie en Afrique là est dangereuse. Elle est mal enseignée. Tout de suite, chez nous, en 2014, il
il y a eu beaucoup de morts. Prenez la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de morts. Après, Alassane a reçu Gbagbo au palais. Et Blé Goudé circule librement. Bon, tous ces acteurs qui ont envoyé les gens à l'abattoir, au finish, c'est la coule douce. Donc, il faut faire attention. Succès Massara a commis une grave erreur politique. C'est vrai qu'on dit qu'en politique, c'est du monde de tout possible, mais il faut savoir rester constant. Tu ne peux pas critiquer, s'opposer à un système, à un coup d'État, et revenir être encore le premier ministre de ce même régime, et étant premier ministre, être candidat. Au fait, dans un schéma politique, quand tu regardes, il n'y a pas de logique au fait. En tout cas, moi, c'est ma première fois de voir un premier ministre être opposé à son président lors d'une élection présidentielle. Soit tu démissionnes carrément du gouvernement, tu ne peux pas organiser les élections et puis être candidat opposé au chef de l'État. Et contester les résultats. Et contester les résultats et vouloir monter sur ces grands chevaux, ça ne marche pas. Et ce n'est pas un régime démocratique, ce n'est pas quelqu'un qui est venu démocratiquement. Il est venu par un coup d'État. Il ne va pas risquer sa vie, prendre des risques, prendre le pouvoir, faire des efforts pour stabiliser et puis permettre à quelqu'un qui va venir le prendre comme ça dans sa main. Il faut qu'on soit souvent logique. Il y a des choses... Le mind n'accepte pas. Merci bien. Il faut qu'on soit... C'est que souvent... Il faut être logique dans les choses. Il faut être logique. Souvent, en politique, on est souple. Il y a certains termes qu'on n'aime pas dire directement pour tiquer les gens, pour toucher les gens. Mais il faut savoir être constant. Il faut être logique. S'il était resté dans sa constance de d'homme politique opposant, aujourd'hui, il allait avoir encore du soutien. Mais tu ne peux pas jouer à l'équilibrisme, vouloir souper entre-temps et revenir dire que ce n'est pas ça. Merci. Ça ne marche pas. Merci bien, M. Ouedraogo. Merci infiniment à vous, chers chroniqueurs. Nous avons parcouru ces trois sujets, le Burkina, le Niger, avec les États-Unis bien sûr, et nous venons, voilà, on va dire quelque peu d'aborder la question également de l'interpellation de l'opposant tchadien Succès Masra. Chers téléspectateurs, chez vous également, le débat peut continuer et vos avis, vos recommandations sont attendus sur notre page Facebook. Nous abordons à présent l'étape des recommandations et nous allons commencer avec M. Zié. Vos recommandations pour, on va dire, l'autosuffisance alimentaire. Voilà, cette grande dynamique enclenchée par le président du Faso. Bon, ce que je voudrais peut-être recommander, c'est de poursuivre intensément la production. Poursuivre l'acquisition des matériels pour que non seulement que le Burkina s'autosuffise alimentairement, mais également qu'il puisse exporter le surplus de sa production pour créer une plus-value à notre économie nationale. Merci. Également sur la question des États-Unis et du Niger, c'est simplement peut-être appeler plus les chefs de l'État, les chefs d'État de l'AES, à mettre en place les dispositifs qui vont s'occuper des questions diplomatiques, des questions de politique étrangère de l'AES, afin que nos actions puissent être non seulement communes, mais également puissent s'inscrire dans une dynamique où l'on ne va pas douter, et que ce soit nous-mêmes qui débattons, ou que ce soit le peuple même qui soutient, ne puisse pas douter un seul instant, voilà, de leur coopération avec tel ou tel pays. Pour le dernier sujet relatif au Tchad, il faut que la jeunesse tchadienne comprenne une seule chose. Ce qui s'est passé au Tchad, sur le plan politique, c'est de l'enseignement pour toute la jeunesse africaine. On ne doit pas permettre que des hommes politiques qui ont décidé d'être des bâtisseurs de la nation puissent se permettre, au nom de leurs intérêts personnels et l'intérêt de leur groupe, de faufiler entre leurs positions. Il est dans... Le cher aîné disait qu'à un moment, il voulait souper. Il faufilait de sa position politique d'opposition, aller à l'exécutif et croire qu'il peut encore duper le peuple pour le soutenir afin qu'il revienne contre ceux qui sont élus. Merci. Il faut que la jeunesse vraiment soit consciente de cela, se réveille vraiment pour assumer son destin face à tout cela. Merci infiniment, M. Zié, pour vos différentes contributions. M. Ouedraogo Yacouba, vos recommandations. Nous sommes au Burkina Faso. D'abord, il faut saluer l'initiative une fois de plus
et demander au gouvernement de mettre tout en œuvre pour, s'il y en a déjà, et travailler à encore renforcer leur expertise. Je vais parler des agents qui s'occuperont de l'entretien de ces outils. Parce qu'une chose est d'acquérir les matériels, de les donner, mais l'autre chose aussi est de suivre l'entretien pour que ça dure. Et que puisque le ministre de l'Agriculture avait dit qu'il y a des machines qui étaient embourbées quelque part et on les a abandonnées. Il faut qu'on travaille pour éviter ces genres de pratiques et motiver encore plus les agriculteurs pour qu'ils produisent sérieusement en quantité et en qualité et que le gouvernement continue encore à miser les moyens et à réfléchir encore plus pour de mettre en place une politique qui va les permettre encore de produire d'une manière pérenne. Concernant, je ne vais pas... sur le Tchad. Sur le Tchad, et non pas le Tchad, le Niger, les États-Unis, oui. Les cancers passent toujours par une partie du corps pour créer la mort. Nous devons rester concentrés sur notre objectif et rester très vigilants. Ne pas fermer la porte à une puissance quelconque sur le plan diplomatique, mais il faut rester dans la logique de l'AES et c'est ça qui est le meilleur chemin. Et le Niger doit rester concentré et être très vigilant avec les États-Unis. Merci bien. Le dernier sujet. Le dernier sujet, je parle avec l'expérience politique. Cette jeunesse africaine doit comprendre aujourd'hui que la démocratie telle qu'elle est enseignée en Afrique ne les arrange pas. Les opposants politiques viennent avec des intérêts inavoués, égoïstes et personnels. Quand ça les intéresse, quand ça les arrange, ils applaudissent. Et dès moment qu'ils perdent leurs avantages, ils commencent à la manipulation de cette jeunesse-là pour les amener soit à se faire arrêter ou à se faire tuer naturellement. Et c'est dangereux. Ce que le Premier ministre du Tchad a fait, ça ne s'appelle pas de la politique. L'ancien Premier ministre, je m'excuse, du Tchad a fait, ça ne s'appelle pas de la politique, ça s'appelle de la démagogie. Vous m'excusez le terme. Parce que c'est ce qui gâte les noms de tous les hommes politiques. Les gens sont aujourd'hui blancs, demain ils sont noirs. Et restons dans une constance. On peut soutenir une vision, parce que tu penses que tu as la conviction que ça peut amener ton pays à un autre niveau de développement. Dès le moment que ce n'est pas bon, il faut avoir le courage de les dénoncer. Mais éviter d'être les marionnettes des hommes politiques, ça ne va pas nous amener quelque part. Merci infiniment, M. Ouedraogo, pour vos différentes recommandations. Nous terminons avec M. Kaboré. Oui, et pour le premier sujet sur le Burkina, ma recommandation, c'est d'abord un véritable suivi, évaluation de tout ce que le gouvernement engage comme moyen dans la dynamique et l'initiative agricole présidentielle. Et aussi, l'autre élément, je l'avais dit la dernière fois, voilà, je ne lâche pas mon histoire des champs du Faso. Voilà, il faut des espaces qui seront... Il y a des jeunes qui ont besoin d'être employés. C'est cela. Il y a des espaces, on peut créer des espaces d'ensemble, faire travailler ces jeunes-là, les administrer. On a de grands agronomes avec l'INERA, on a le CNRST qui ont des... qui ont cherché et qui ont trouvé des choses qu'on pourrait implémenter avec des jeunes qu'on pourrait former et faire travailler dans une dynamique d'ensemble. On pourrait facilement mécaniser ces espaces-là et en faire véritablement des champs du Faso. Et ça pourra alimenter les magasins de la Sonagès, c'est bien cela. Hein? Oui, la voilà, et ça, ce sera du pain béni pour le Burkina. Le second sujet, le second sujet, c'est le Niger et les États-Unis. Voilà, le Niger, on est en diplomatie. Hein? Je suis d'accord qu'il faut être prudent, mais après, je pense qu'il y a des espaces de souveraineté pour chacun des pays jusque-là. Mais ma véritable recommandation, c'est que l'AES puisse dégager des espaces de potentialité pour que ce regroupement-là puisse aller ensemble, en fait, sur des grandes productions. On peut regarder des denrées particulières, des variétés comme
fait des céréales sur un certain nombre d'espaces sur lesquels on peut aller ensemble pour produire en grande quantité sur de grands espaces. Voilà, pour le Tchad, hein, je pense que la démocratie à l'africaine, là, on a beaucoup tergiversé là-dessus. Il faut de la constance. Surtout. Il faut de la cohérence, j'ai envie de dire. Merci. Il faut peut-être de la résilience, mais quand même de la cohérence dans la démarche politique. Je pense que Succès Masra aujourd'hui, il fait les frais de son incohérence politique. Merci. Merci infiniment, M. Aruna Kabore. Vous êtes journaliste indépendant. Merci pour votre apport considérable pour cette émission. Je vous en prie. Merci infiniment, M. Yacouba Ouedraogo. Vous êtes analyste politique. Merci surtout pour vos recommandations. Merci. Nous sommes sûrs que ces recommandations également tomberont dans les oreilles des personnes véritablement concernées. Inch'Allah. Monsieur Zié-Lucien, infiniment merci à vous pour vos différentes contributions, surtout les cours d'histoire. Ça aide surtout nos jeunes téléspectateurs. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà, nous terminons cette émission avec cette citation de l'ex-chef d'État ghanéen Kwame Nkrumah qui dit, et je cite, « Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » Nous devons méditer, nous devons savoir que notre Afrique est notre repère, est ce continent pour lequel nous devons nous battre chaque jour. Nous devons remodeler nos ambitions, nos convictions, afin d'être en parfaite synergie, en parfaite harmonie avec ce que ce continent attend de nous tous. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro de Cette Afrique.